à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau numéro. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Appelez-moi son Altesse, s'il vous plaît. Mais Votre oui, Altesse. parce que c'est une émission royale. Aujourd'hui, vous le savez, Charles III et Camilla sont en visite d'État à Washington. Et nous célébrons aujourd'hui, en ce 29 avril 2026, eh bien, les 15 ans du mariage entre Kate et William. Il nous fallait l'expert pour en parler. Bertrand Dekers, bonjour. Bonjour à tous. Ah bah oui. Bonjour. On est tenté de faire le salut de Miss France ou la révérence. Depuis lundi, je le disais, le roi et la reine consort Camilla sont à Washington pour une visite d'État qui dure 4 jours. Donc là, on approche de la fin. Ils ont bien évidemment été accueillis par Donald Trump et son épouse Melania Trump. Et alors, il y a une séquence qui est virale depuis hier soir, depuis cette nuit, nous, heure française, celle où Charles III fait son discours hier soir au dîner d'État qui était donné à Washington. Et il s'est autorisé une petite plaisanterie. Regardez, c'est savoureux. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Voilà, c'est assez drôle. Il fallait oser quand même la sortir, oui, cette blague. Il fait directement, en effet, référence au passé historique, des États-Unis. C'est vrai que si l'histoire avait été différente, l'Amérique pourrait, en effet, parler français. Ce qui est à noter aussi, vous l'aurez remarqué, nous, spécialistes, on le sait, mais j'ai l'impression que le grand public le découvre un peu, c'est qu'il a énormément d'humour. Charles est quelqu'un qui a un humour très froid, très glacé, très anglais, mais il en a énormément. Et par exemple, il commence son discours. Il était un peu surpris parce que vous savez, là, pour l'instant, lorsque vous arrivez à la Maison-Blanche, c'est un champ de ruines, c'est un champ de bataille, puisque Trump est en train de construire partout des salles de bal, des arcs de triomphe. Et alors, il a été un peu surpris, évidemment. Charles, il commence, on dit que le discours est un peu adapté, il commence son discours en disant « Je vois que votre dernière visite à Windsor vous a donné des envies d'agrandissement, dit-il. » Voilà, c'est absolument génial. C'est l'humour de Charles III. C'est vraiment l'humour pince sans rire. Et c'est vrai, on a pu le constater lors de ce dîner d'État, la reine consort Camilla et Melania Trump étaient particulièrement élégantes. Rose fuchsia pour la reine consort et rose pâle pour la First Lady. Elles se sont mises d'accord, à votre avis? Elles se sont vraiment concertées pour être accordées? Oui, on dit en effet, c'est pas elles directement, ce sont les équipes. En effet, c'est Fiona Clark, qui est une créatrice britannique pour la reine Camilla. C'est Christian Dior pour Melania Trump, qui est particulièrement élégante, en haute couture. Et alors, vous remarquerez, oui, en effet, donc les équipes se concertent, en effet. Avant le voyage. Voilà, et vous aurez remarqué que la reine ne porte pas de diadème. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'en a pas, croyez-moi, elle en a. C'est pas pour ça, c'est simplement diplomatiquement, lorsque vous êtes en voyage d'État dans une autre république, eh bien, vous ne froissez pas votre hôte qui n'a pas de diadème à sa disposition. Mélania n'a pas de diadème, elle n'est pas reine, vous comprenez? Donc, de façon à ne pas la froisser, eh bien, voilà, diplomatiquement, on a pris l'habitude, en tout cas, de ne pas porter de diadème. Elle porte une parure d'améthyste et de diamant. Et pour la petite anecdote, elle date de 1817, cette parure, et elle appartenait à la mère de la reine Victoria. Vous imaginez? Elle n'a plus été sortie des coffres royaux depuis 1980, où c'était Elisabeth II la dernière fois qui la portait. Oui, les coffres sont incommensurables. Incroyable. On croirait que vous êtes le gardien des bijoux, quoi. Vous connaissez même la date de fabrication des bijoux. Ah oui, on a le meilleur aujourd'hui. Mais est-ce que le couple britannique apprécie vraiment le président Trump? Parce qu'évidemment, alors on ne sait pas pour qui vote la famille royale. Ils sont censés être apolitiques. Ils ne votent pas d'ailleurs. Et ils ne votent pas, ils n'ont pas le droit de vote. Mais quelle est leur relation entre les deux couples? C'est compliqué. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que là, Charles, il y va vraiment en émissaire exceptionnel. La presse en Angleterre dit c'est mission impossible pour sa gracieuse majesté, puisqu'il n'y a quasiment plus de lien aujourd'hui entre Downing Street et la Maison-Blanche. Les relations diplomatiques sont vraiment très houleuses. Vous savez, Donald Trump a multiplié vraiment les attaques envers Keir Starmer, le Premier ministre, puisque Keir Starmer ne veut pas prendre vraiment position dans la guerre en Iran. Il a menacé Keir Starmer, évidemment, il l'a traité un peu de tous les noms. Il a dit quand on pense que votre nation a eu la chance d'avoir un Winston Churchill et qu'aujourd'hui vous avez un Starmer, c'est lamentable, vous voyez. Il s'en prend aussi à la marine. Il a qualifié les deux porte-avions de petits joujoux britanniques. Amusez-vous avec vos petits joujoux. Voilà. Donc il y a vraiment des relations qui sont très compliquées. Et on en voit vraiment le roi en émissaire exceptionnel en disant le roi aujourd'hui est le seul à pouvoir tenter de rabibocher cette relation. Alors pour répondre maintenant à votre question,
c'est pas facile quand même, tous les opposent. On a d'un côté quelqu'un qui représente l'histoire avec un grand H qui est Charles III et de l'autre quelqu'un qui fait de la politique et qui est quand même, pardonnez-moi, parfois un peu trivial, là, pour ne pas dire parfois un peu vulgaire pour Charles III qui lui a grandi vraiment avec des codes, avec des us et coutumes, avec de la tradition. Et puis on sait que Charles III est profondément écologique, c'est vraiment son cheval de bataille. Trump ne l'est pas du tout. Trump les oppose. Oui, beaucoup de choses les opposent. Mais c'est vrai qu'il y a cette animosité très clairement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne que vous venez de rappeler, mais est-ce que Trump, malgré tout, au-delà de tout ça, il admire d'une certaine manière la famille royale? Il n'admire pas Charles III, il admire les Windsor, il admire la famille royale. Il faut vraiment que l'on rappelle que la mère de Donald Trump était écossaise. Oui. C'est donc, il a grandi un petit peu avec cette aura de la famille royale. Lorsque vous êtes écossaise, vous avez comme souverain le roi et la reine d'Angleterre. Donc il a toujours, depuis qu'il est petit garçon, il les vénère en quelque sorte. Comme tout Anglais peut vénérer sa famille royale, c'est difficile à comprendre pour nous. Mais vraiment, là, en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse, ils sont, je vous le rappelle, sur tous les mugs, sur tous les torchons, sur toutes les confitures, tous les mariages princiers sont suivis par des milliards de téléspectateurs. Donc il a grandi un peu avec cette culture-là aussi. Donc aujourd'hui, il peut les toucher, il peut les tutoyer, c'est ce qu'il fait. Il dit Charles III est un pote. Charles III est un pote, c'est un gentleman. C'est un cousin éloigné d'ailleurs, paraît-il. Ils se sont trouvés un ancêtre commun au 15e degré, un noble écossais. On sera au 15e degré, si vous et moi on remonte aussi nos générations, on va nous aussi trouver, vous allez voir. Vous allez voir. C'est possible. Je vous trouve une familiarité avec Céline Dion si vous voulez. Oui, c'est vrai. Ça m'étonnerait pas. Vous avez des places pour le concert ou pas, vous, non, je ne sais pas si vous en avez aussi. Non. Mais je veux dire que c'est facile, mais c'est pour vous montrer à quel point il est fasciné par cela. Et il adore cela. Et il est très content, en effet, de recevoir Charles III. Et d'ailleurs, on l'a vu, on va en parler, il a vraiment sorti les petits plats dans les grands. La réception, vraiment, a été grandiose. Et oui, on va en parler. On a plein de questions à vous poser. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos, Damien, avec Laurence Boccolini qui s'en prend à son ancien employeur. Et oui, alors qu'elle s'apprête à faire ses premiers pas à la tête d'un jeu sur M6 baptisé « On connaît la chanson » le 19 mai prochain, l'animatrice n'a pas fait dans la langue de bois lorsqu'il a été question d'évoquer son départ de France Télévisions. C'était dans le podcast Bangers de Déborah Grunewald. C'était en fin de semaine dernière. Laurence Boccolini a déploré cette mise à l'écart très tardive de son émission Les Enfants de la télé. Elle regrette avoir appris son éviction après tout le monde. Elle aurait préférait être mise au courant plusieurs mois plus tôt afin qu'elle puisse se retourner et potentiellement trouver un autre employeur, dit-elle. Elle a aussi fustigé un manque d'humanité de la part de son ancienne direction et a même affirmé que d'autres collaborateurs du groupe audiovisuel public étaient en grande souffrance. Oui. Alors vous, désormais, Bertrand Dekers, vous êtes, je ne l'ai pas rappelé au début de l'émission, mais vous êtes sur CNews. Vous êtes affilié Europe 1 CNews. Vous avez un contrat désormais d'exclusivité, si j'ose dire. J'ai 2 chroniques par semaine. Une tous les samedis qui concerne le patrimoine français et une tous les dimanches qui concerne les monarchies et les familles royales. Et pourquoi patrimoine? Parce que dans le fond, patrimoine et monarchie, c'est très lié quand même. Il y a quand même beaucoup de rois, de princes et de princesses qui sont quand même à l'origine de ce qui a fait l'histoire de la France d'un point de vue patrimonial. Les châteaux. Voilà, les châteaux aussi. Donc voilà, une petite réorientation professionnelle, plus chaîne d'infos, en effet, maintenant. Et voilà, je vis ça très bien. Voilà, ça me permet vraiment de, je le souligne encore à nouveau ici, de vivre de mon métier. C'était une passion depuis que je suis petit garçon. Je voulais devenir l'ami des rois. Et voilà, moi, parfois pas l'impression que je travaille vraiment. Et on est ravis de vous accueillir ici. On poursuit, Damien, ces infos avec Patrick Sébastien qui s'exprime sur son avenir politique. Le saltimbanque, comme il se définit lui-même, était l'invité d'Europe 1. C'était hier après-midi dans l'émission de Pascal Praud. Et même si les rumeurs indiquaient qu'il pourrait se lancer dans la course à l'Élysée, Patrick Sébastien a indiqué qu'il n'en était pas question pour le moment. En tout cas, parce que vous savez que tout va très très vite en politique. La vérité du lundi n'est pas forcément celle du mardi. Mais à ce jour, il estime que certes, il a des valeurs, mais qu'il n'a pas les compétences suffisantes pour diriger un pays. Il espère en tout cas qu'un candidat de sa famille idéologique sortira à un moment donné du lot, c'est-à-dire un candidat humaniste, libertaire, autoritaire, car il y a besoin de cette autorité, c'est ce qu'il a indiqué lors de cette interview. Alors rappelons quand même qu'à la fin de l'année dernière, Patrick Sébastien avait annoncé la création de son propre mouvement baptisé Ça suffit, dont l'objectif est de représenter ce qu'il qualifie comme la France oubliée. Cher Bertrand, vous allez peut-être avoir un peu plus de boulot pendant la campagne de 2027 parce que quelque part, il y a une tête couronnée qui s'invite dans la campagne. De qui vous parlez. Vous voyez venir. Écoutez, moi,
Jordan Je la reçois, Bardella qui s'est affiché au bras de Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles, princesse. Oui. Il fut un temps où les deux Siciles étaient en royaume, en effet, avant la création du royaume d'Italie. Oui, c'est vrai. Ça vous a surpris, ça, cette une de match Oui, c'est vrai que oui, c'est surprenant, mais moi je leur souhaite tout le bonheur du monde. Il dit que c'est une histoire qui est vraie et qui doit s'installer, en effet, parce qu'on a longtemps cru que c'est vrai, on a longtemps laissé supposer que c'était monté, purement monté. Oui. Moi, je trouve que ce serait bien, dans le fond, parce que après tout, vous savez, la République ici a quand même gardé des codes monarchiques incroyables. Je suis chaque fois surpris qu'on dise qu'on se rend au palais de l'Élysée, par exemple. Hein. Lorsqu'un chef d'État chez nous est accueilli, il y a quand même la garde républicaine qui date quand même de Napoléon. Vous voyez, on a gardé tout un côté quand même royal. Je trouve que ce serait bien, alors pour une fois qu'on ait une vraie tête couronnée, pour le coup, qui arrive sous les ors de la République. Et puis alors, moi, je suis profondément convaincu qu'elle ferait divinement le job, parce que je suis convaincu que l'art de recevoir, de donner des réceptions, l'image que vous renvoyez à l'étranger, c'est un job à part entière. C'est le job des familles royales. Et en cela, il faut quand même reconnaître que Maria Carolina ferait divinement ce job. Mais c'est vrai que vous voyez, on parlait de Patrick Sébastien qui incarne d'une certaine manière, alors certains sont d'accord et d'autres ne le sont pas, mais il incarne d'une certaine manière ce cirque que l'on vit tous actuellement en politique. Et c'est vrai que ce cirque, cette espèce de grand spectacle de la politique, on le vit aussi en Grande-Bretagne avec les Boris Johnson, avec d'autres candidats également. Mais simplement, on n'a pas l'impression que l'image de ce pays en pâtit. Peut-être parce que est-ce lié à la monarchie aussi qui est au-dessus de tout. Est-ce que vous pensez qu'en France, pour justement essayer de regagner peut-être une forme de grandeur, il faudrait aussi peut-être un monarque qui soit, entre guillemets, la figure suprême d'un pays et qui permette, d'une certaine manière, quand il y a des problèmes en politique, de garder cette forme de dignité? Je vais me faire guillotiner si j'ose dire ça. Ah bah bon courage avec ma question. Moi, je pense que oui, je pense que ça résolverait beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut se dire qu'il y a de la politique qui peut en effet être le job d'un président, qui est le job d'un président, et qu'à la politique s'ajoute le travail de représentation, qui est le job d'un roi, on l'appelle comme on veut dans le fond, en tout cas d'une famille royale, d'une famille qui incarnerait à la fois l'histoire de ce pays et les valeurs de ce pays. Et pour moi, ce sont deux choses qui ne sont pas parfaitement conciliables, parce que ce n'est pas parce que vous êtes président et que vous avez réuni les suffrages suffisants que pour pouvoir être élu, que vous avez cette capacité de pouvoir représenter ce pays, que vous avez l'histoire de ce pays qui coule en vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le job vraiment d'une famille royale. Et comme vous le dites, en Angleterre, peu importe les premiers ministres qui découlent, peu importe la tendance politique du pays, le travail de représentation, c'est toujours la même famille qui le fait. Ce sont les Windsor, c'est les premiers ambassadeurs de leur pays. Et on voit que ça marche quand on sait qu'aujourd'hui, on envoie en Charles III et une Camilla, 77 et 78 ans tout de même. Lui a un cancer et elle est quand même vieillissante, elle dit qu'elle est très fatiguée. Parce qu'ils sont les seuls à pouvoir rabibocher les liens entre les deux pays, l'Angleterre et l'Amérique. Ça démontre bel et bien que ce qu'on pourrait considérer comme étant léger, superficiel, ce travail de représentation, justement, ne l'est pas. Ça permet justement d'établir des liens qui sont politiques et diplomatiques et qui sont très importants. Moi, je pense que la France sortirait grandie si, en effet, on avait une famille qui jouait ce rôle de représentation. En plus, imaginez un peu la gueule, il pourrait siéger au château de Versailles, ce serait quand même énorme. Mais vous rigolez, Sarah, mais ça veut dire qu'on serait donc les seuls, d'un point de vue image, à pouvoir rivaliser avec les Windsor, en quelque sorte. Je le pense. Vous en avez décidé autrement, vous avez guillotiné. Mais vous ne ferez pas guillotiner. En attendant le retour de la monarchie en France, on va parler de la visite d'État du roi Charles III. C'est à Washington en ce moment, l'interview du Buzz TV. La question la plus... Bon, cher Bertrand, vous suivez bien sûr cette visite d'État du roi Charles III et Camilla qui va se terminer demain. Hier soir, c'était le dîner d'État. Qu'est-ce qu'ils ont dîné Alors, c'était aux consonances d'ailleurs très françaises, j'ai trouvé. C'était d'ailleurs tout d'abord un velouté d'herbes fraîches, si je ne me trompe pas. Ensuite, ça a été des ravioles avec des champignons, de petits champignons frais. Et puis, ça a été c'était du poisson de Douvres, de la sole de Douvres. Et alors, un gâteau au chocolat en forme de ruche, voyez-vous, puisque la veille, ils avaient inauguré les ruches de la Maison Blanche. Il faut savoir qu'aussi bien le roi et la reine sont fans de miel.
Ils ont d'ailleurs chacun leur exploitation. La reine vend d'ailleurs son miel chez Fortnum Mason, vous savez, qui est la grande institution un peu chic à Londres. Ah oui, c'est pas Franprix. C'est pas le Franprix, en effet. The Queen's Honey, le miel de la reine. Et voilà, ils aiment tellement le miel qu'on leur a fait inaugurer une ruche en forme de Maison Blanche, d'ailleurs. Et ils ont retrouvé hier dans le gâteau exactement la même forme pour un gâteau au chocolat. Donc, vous voyez, il y a des consonances françaises. La presse s'amuse. Ce matin, en Angleterre, je disais, en disant, malheureusement, les vins étaient américains. Oh là là, grave erreur. Ça devait être moins bon. Et est-ce que le protocole s'est assoupli depuis le couronnement de Charles III? Est-ce que c'était plus strict sous Élisabeth II? Oui, évidemment, c'était pas la même chose. Élisabeth II, c'était l'institution, c'était l'incarnation. Élisabeth II, elle n'a rien fait évoluer depuis son couronnement en 1953. Oui. Rien n'avait quasiment bougé. Hein. Donc, oui, les choses se sont légèrement assouplies, mais pas trop. Voilà, Charles III, par exemple, je vous donne un détail parmi 1000 autres. Il n'habite pas le palais de Buckingham. Oui. Il est resté dans sa résidence, qui est sur le Mall, Clarence House. Ça, c'est une petite révolution de palais, si j'ose dire, parce que normalement, le roi siégeait au palais de Buckingham. Et les réceptions aussi, en effet, sont plus écourtées aussi, et sont un peu moins grandioses, un peu moins prestigieuses peut-être, mais je pense qu'il faut évoluer aussi avec son temps. Mais la monarchie demeure et continue de fasciner parce qu'il roule en carrosse. Une monarchie qui roule en bicyclette, ça n'intéresse personne à part les Pays-Bas. Donc les Windsor doivent garder en effet ce qu'ils savent faire de mieux, éblouir le monde. Mais moi j'ai besoin de vos lumières. Est-ce qu'il y a eu erreur de protocole pendant le voyage d'État à Washington? Parce que alors, le Daily Mail a rapporté, on voit cette photo, on va la voir apparaître à l'image, Donald Trump qui tapote l'épaule du roi Charles. Regardez. Oui, bon. Normalement, on ne touche pas le roi, en effet, vous savez, parce que lors de cette cérémonie de couronnement, il est ondoyé. Et c'est cela, il est le représentant de Dieu sur terre pour les anglicans. Et à ce titre-là, normalement, on ne touche pas le roi comme on ne touche pas le pape, en quelque sorte. Mais enfin, bon, c'est quand même très léger. Bon, on rappelle aussi que Mélania a embrassé la reine Camilla. Voilà, normalement aussi, voilà, on aurait voulu un peu plus de distance. Oui. Ce sont deux cultures qui se rencontrent, qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas le même passé, qui n'ont pas les mêmes habitudes non plus, on le rappelle. Ils ne se froissent pas pour ça, non, le britannique. Ils ne se froissent pas tout simplement, Sarah, parce que là, ils sont en mission séduction. Ah oui, donc j'ai l'impression que peu importe ce que font les Américains, on va continuer à rire, à sourire. On est là de toute façon pour séduire et pour tenter de rabibocher les deux pays. C'est vous allez voir aussi, on a d'autres images. Donald Trump qui passe devant Camilla pendant le serrage de main. On le voit là. Voilà, une séance. Hop. D'ailleurs, Charles regarde, dit oh là là. Oui, il ne fait pas. Il est un petit peu déconcerté. Et même Camilla, quand vous regardez son regard, il s'arrête net. Non, mais c'est drôle. Elle est drôle cette image. Oui, parce que normalement, et vous remarquez que même Mélania, quand même, aussi elle est en retrait, elle est encore plus loin. À quoi va-t-on assister? mais vous savez, ce qui me frappe quand même à chaque fois, lorsqu'un Windsor vous regarde et vous parle, vous avez vraiment l'impression que vous êtes le seul au monde, que vous êtes la personne la plus importante du monde. Or, vous n'obtiendrez jamais l'amitié d'un Windsor. Jamais. C'est uniquement de la diplomatie, c'est tout. Et là, on le voit, ils le font très bien. Voilà, ils laissent faire Donald, ils laissent jouer Donald Trump et ils se retirent légèrement avec ce flegme tout à fait britannique. Mais quelles sont les autres règles du protocole qu'un chef d'État doit respecter lorsqu'il reçoit le roi d'Angleterre? Est-ce qu'il doit, par exemple, faire une révérence qu'on ne voit pas forcément face caméra? Non, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé. La révérence va vous permettre un petit peu de montrer votre soumission. J'aime pas le terme soumission, mais en tout cas... Votre allégeance. Votre allégeance, voilà. Vous vous inclinez pas devant l'homme, vous vous inclinez devant la couronne, en fait. Vous vous inclinez devant l'institution. Donc, elle n'est pas obligatoire parce que vous ne vous inclinez que si vous reconnaissez cette institution. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, alors, effectivement, normalement, on ne touche pas le roi. Normalement, on laisse le roi parler en premier. Normalement, lorsque le roi a terminé de manger, lorsque vous êtes à table, on termine aussi. On repose ses couverts immédiatement. Et si on n'a pas fini, lors des grands dîners d'État, il y a une petite salade qui est disposée à la droite du souverain. Et alors, on dit qu'il continue à jouer un peu dans sa salade et il regarde jusque que tout le monde ait fini de terminer de manger. Voilà, ce sont des petits codes, mais ce sont des codes qui ont été instaurés au fil du temps pour permettre justement à tout le monde de pouvoir vivre en communauté, en présence du roi. Le protocole, c'est la mise en scène, en quelque sorte. Hein. Et le protocole, il est là uniquement pour vous donner des instructions sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est cela. On voit un peu ça comme étant un petit peu restrictif. Dans le fond, non, c'est censé vous aiguiller, quoi. Et je me suis demandé, Charles et Camilla vont-ils faire un crochet par la Californie où vivent Meghan et Harry? Absolument pas prévu. Non, Là, à l'heure où l'on se parle, ils se sont envolés donc pour New York. Ils se rendront demain en Virginie. Et puis le roi terminera seul son voyage aux Bermudes, qui n'a rien à voir pour le coup avec les États-Unis. Il va visiter les Bermudes puisqu'il n'y a jamais été depuis qu'il est couronné. Et puis il rentrera. Il n'est pas prévu en effet qu'il voie Harry
et encore moins Meghan. Bon, les relations sont toujours aussi froides, on le Oui, comprend. c'est pas facile. Et là, je m'adresse au docteur, au docteur que vous êtes, n'est-ce pas, docteur Dekers. Comment va la santé de Charles? Ah oui, c'est vrai que je suis docteur aussi, j'avais oublié. Alors, qui suis-je pour pouvoir donner des nouvelles sur la santé de Charles? Ce que je peux vous dire, c'est que moi qui le suis, qui le regarde, qui l'observe, je le trouve fatigué quand même. N'ayons pas peur des mots, il vieillit. Voilà, il a le cancer, et il l'a toujours. Le palais ne se prononce pas, ce qui veut donc dire qu'il est toujours suivi, qu'il est toujours en traitement. On ne connaît pas la pense nature, bien qu'on ne connaît pas la nature. Beaucoup de gens m'interpellent dans la rue en disant « Oh, mais c'est un cancer de la prostate ». Les gens n'ont rien compris du tout. Non, absolument pas. La seule chose sur laquelle le palais a communiqué, c'est que justement, ce n'est pas un cancer de la prostate. Il a été diagnostiqué lors de tests à la prostate. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait des cellules cancéreuses. On ne nous a jamais dit que c'était un cancer de la prostate. Et j'ai envie de dire, on aurait été content de savoir que c'était un cancer de la prostate, puisque je ne suis à nouveau pas médecin, mais on sait bien que c'est quand même un des cancers, entre guillemets, qui... C'est pas bénin, mais en tout cas, on peut le traiter. Un petit peu de façon un petit peu la plus facile. Voilà, par rapport à d'autres. Non, on n'a pas du tout d'instruction par rapport à la nature du cancer. Et le fait que le palais ne communique pas nous dit bel et bien qu'il est toujours en traitement. On pense même que c'est un cancer qui sera incurable, qui mourra avec le cancer. Ce qui n'est pas le cas d'une quête. La princesse de Galles, elle a communiqué, elle est en rémission, elle n'a plus rien pour l'instant. On le voit, elle se porte même, je trouve, très bien. Voilà, Charles, je le trouve fatigué. On rappelle, il a 77 ans tout de même. On a coutume de dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Dans le cas des Windsor, ce n'est pas le cas. Non, pas c'est de pas nouvelles, le cas, parce que je vous mauvaises rappelle que nouvelles. 2 jours avant son décès, pour Elisabeth II, il avait communiqué encore de la part du palais qui nous disait tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. 2 jours plus tard, Elisabeth II n'était plus là. Il ne faut pas se fier pour le coup au communiqué officiel concernant l'état de santé d'un souverain, puisque voilà, on communique pas, on n'affole pas. En fait, c'est on n'affole pas, quoi. Voilà. Hasard du calendrier, nous célébrons aujourd'hui les 15 ans du mariage de Kate et William. 15 ans jour pour jour, c'était le 29 avril 2011. C'est dans notre Regardez, agenda, regardez, ils n'ont quasiment pas bougé. William a peut-être un peu moins de cheveux, si j'ose dire. Alors, ce sont les noces de cristal. Cristal, Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cristal, c'est fragile. Enfin, moi, de prime 15 ans. abord. Je me souviens de cette journée minute par minute. 15 oui. ans déjà. 15 ans de cristal. Vous avez envie que je vous dise que c'est fragile, le cristal? Non, mais moi, je vous vois c'est ce que je me venir. suis dit en premier ce matin. Je me suis dit, C'est tiens, beau le cristal. cristal, c'est beau, c'est fin le cristal quand C'est même. aussi la pureté, C'est la pureté le cristal. verre. Alors je vous assure que ce n'est pas un couple fragile. Ah, c'est bon. tout sauf un couple fragile. Pourquoi? Parce que c'est un tandem. C'est pas un couple en fait. C'est un tandem. Et ils savent très bien qu'ils bossent tous les deux pour l'État, en quelque sorte. Et rien ne peut ébranler ça. Une histoire d'amour, ça peut être soumis à des vents contraires. Pas un tandem professionnel, Oui. lorsque vous savez que qu'il y a derrière de gros enjeux, en tout cas. Et à ce sens-là, ils se sont bien trouvés. On souligne peut-être aussi qu'il y avait, on l'a su plus tard, un côté cocorico, un côté français, c'était de la dentelle de Caudry Sa robe. dans sa robe, qui a marqué, en va tout la cas, revoir en tous dentelle, les la esprits. dentelle. Il y avait de la dentelle, et les dentelières nous ont dit, quelques jours plus tard, qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient travaillé sur la robe de la future reine d'Angleterre. Elles savaient qu'elles ont tissé des mètres de dentelle, mais elles ne le savaient pas. Et cette fameuse dentelle, elle avait voyagé à bord de l'Eurostar, je ne sais pas si on peut le dire, enfin d'un train, en tout cas. 15 ans, il y a prescription oui, c'est maintenant. On peut le dire maintenant, dans une malle Vous allez faire métallique. guillotiner, donc, C'est cela. Dans une malle métallique, comme un genre de cercueil, nous a-t-on dit, pour ne pas qu'elle soit froissée, justement, et que les dentelières ont travaillé avec des gants, de façon justement à ne pas tacher cette robe. Et si on revient un peu sur cette journée, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était la place que Kate a donnée à Pippa. Vous vous Ah oui, souvenez, bien à sûr, sa Qui lui a sœur. volé la vedette, quelque Mais alors vous part. dites qu'il Elle lui a avait volé une la vedette, robe mais absolument voilà, et on la sublime. voit. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Pippa ne lui a pas volé la vedette du tout. Elles sont extrêmement proches, elles ont grandi ensemble. Oui. On les appelait les sœurs Glycines quand elles étaient petites, Ah oui. tellement elles avaient cette propension à vouloir monter. On rappelle aujourd'hui que Pippa a fait un mariage prestigieux, peut-être Oui. même plus prestigieux encore Ah oui. que Kate, puisque son mari est probablement la 2e plus grosse fortune du Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il Eh bien, fait je suis convaincue que si elle lui donne cette place-là, Sarah, ce jour-là, elle entraîne en réalité sa petite sœur avec elle sur le chemin de la gloire. Ah, c'est Elle beau veut aussi. la montrer D'ailleurs, au elle est en monde. blanc. Moi, je m'étais dit à Elle est en l'époque, c'est une blanc aussi. erreur. Elle ne, On ne porte pas de eh bien, blanc à un justement, mariage non. quand C'est on pour est qu'on la voit invité. aussi. C'est pour ne pas trop prendre la lumière par rapport à sa Et c'est un sœur. blanc qui est presque plus immaculé d'ailleurs, qui est plus satiné d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est plus lumineuse Oui, finalement c'est une sur robe cette photo. fourreau. On rappelle que c'est Sarah Burton pour la Ouais, maison très Alexander belle. McQueen, que la robe avait été livrée la veille. Et voilà, alors moi j'ai une petite anecdote particulière, c'est que la veille, j'ai vu cette robe rentrer dans le Goring, puisque j'ai eu l'extrême chance
chance d'être juste devant l'autel, puisque tous les journalistes planqués devant la cathédrale où avait lieu en fait la dernière répétition avant le mariage, avait tellement de monde, moi je ne voyais rien. Totalement désespéré, j'ai tenté de rejoindre ma chambre d'hôtel et je suis passé par le Göring. Et au moment où je passe, toutes les barrières se lèvent et Kate rentre de la répétition en fait. Et juste derrière, elle fait un petit signe de la main. Je l'ai vraiment vue juste dans sa dernière nuit de célibataire. Et juste derrière elle, alors je vois une dame avec les cheveux, les cheveux noués et les yeux derrière des lunettes noires. Et on apprendra plus tard que c'est Sarah Burton qui en fait a porté la robe pour le tout dernier essayage. Je suis très contente de ça parce que j'ai vu un peu ça comme un signe qui me disait je suis un peu élu entre guillemets par Kate. Mais juste on se demande, parce que là vous parliez des 15 ans de mariage. Quand on s'appelle Kate et William, comment on fête 15 ans de mariage? Est-ce que c'est une grosse fête dans un palais avec toute la famille qui arrive? Est-ce que c'est juste un dîner en tête-à-tête? Comment on fête chez les dans Il n'y a une famille rien royale? d'officiel en tout cas, donc il n'y a pas en tout cas du dîner diplomatique et tout ça. Oui, on pense qu'ils vont fêter. Les dernières années ont tellement été difficiles. On sait que maintenant ils sont plus resserrés famille et qu'ils profitent un peu des moments, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ça c'est Kate qui nous le dit. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, 15 ans de mariage, en effet, ils vont... Alors est-ce que ça va être une grande fête? Ça j'en sais rien. Non mais peut-être un dîner avec leurs enfants. Ils n'ont pas énormément d'amis. Hein. Ils n'ont pas énormément d'amis. Ils vivent presque en vase clos. Hein. Donc, mais plutôt peut-être un dîner, en effet, avec les enfants, avec la famille. Ils sont très proches des Middleton. Très proches. Kate est excessivement proche. On parlait de sa sœur, elle est très proche de son frère, James également. Qui est avec une Française. Qui est une Française, Alizée, absolument, qui a eu des problèmes psychologiques. Elle a accepté d'aller avec son frère chez un thérapeute pour en parler, parce qu'elle dit probablement que moi aussi, je suis un peu responsable de la fragilité de James, parce qu'il a été particulièrement exposé, il a mal vécu cette exposition aux médias. Tout ça pour vous dire qu'elle est très proche de sa famille. Je pense bien un petit dîner en famille, ça ne m'étonnerait pas. Et on a retrouvé le menu de l'époque, le menu du soir. Moi, j'adore les menus. Crabe et langoustine en entrée, sel d'agneau en plat et trio de dessert. Il y avait un dessert au chocolat notamment. Vous vous en rappelez? Et le vin aussi. Il y a eu plusieurs réceptions. Vin français, il y a eu plusieurs réceptions. En effet, il y a eu d'abord un déjeuner, puis il y a eu un dîner. Je pense que c'est plutôt le plat du dîner, oui, c'est le dîner que vous citez. Le déjeuner, c'était davantage toute une série d'apéritifs qui se sont succédés. Et oui, vin français, petite anecdote, parce que je sais que vous aimez ça. Lorsque j'ai décidé de me marier, je me suis fait un petit cadeau et on a servi à mon déjeuner de mariage le vin, en effet, un Pomerol 2014, qui a été servi lors du mariage. Vous avez été volé dans les caves de Buckingham. Je vous l'avoue, c'était un cadeau de Kate et William. Là, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure du côté paillettes et du côté très grandiloquent de la monarchie, mais c'est vrai qu'il y a une petite ombre au tableau, c'est le prince Andrew qui a été éclaboussé dans l'affaire Epstein. Est-ce qu'on a des nouvelles du prince Andrew? Vous dites une petite ombre, c'est une ombre réelle, c'est une vraie ombre. Jamais on a vu ça, c'est un cas absolument unique. À l'heure où l'on se parle, il n'est plus duc, certes, il n'est plus prince, il n'est plus Altesse royale, on lui a tout retiré. Il a été totalement supprimé, comme s'il n'existait pas. Ce qui montre bel et bien aussi la fragilité de la monarchie. Nous demeurons, on continue à exercer notre job, certes, on le fait le mieux qu'on le peut, mais on ne supporte plus aucun faux pas. Et ça, c'est William qui a frappé du poing sur la table et qui a un peu obligé son père à prendre ces dispositions-là, disant « je ne veux pas que la couronne dont j'hériterai soit fragilisée à cause de mon oncle ». Donc c'est un réel problème. L'affaire Epstein, c'est un réel problème. En effet, il ne peut plus continuer à nier qu'il n'a jamais vu, parce que c'est ce qu'il continue à nier. Son avocat continue à dire que jamais il n'a eu de relation avec Virginia Giuffre, qui s'est suicidée quand même aussi entre-temps. Non, c'est une affaire qui est déplorable, c'est pas un petit problème, c'est une véritable ombre au tableau. Charles l'a reconnu, et je rappelle que là, ils sont à Washington, que les victimes de Jeffrey Epstein ont écrit au roi en demandant pour être reçus en réalité par le roi. Et alors le palais a répondu en disant malheureusement le roi ne peut pas vous recevoir parce qu'il y a une enquête en fait qui est en cours nous au Royaume-Uni et qui concerne, on le sait très bien, son frère Andrew, donc je ne peux pas m'interférer dans la justice. On l'espère, en tout cas, ce serait assez fort. En tout cas, il s'est totalement dédouané de son frère, c'est presque comme s'il n'existe plus. Il a été presque remisé aux calendes grecques, je vous assure, dans la campagne anglaise, mais très très loin. C'est presque la Sibérie pour un Windsor. Bon, on en reparlera. Merci Bertrand Decker. Je rappelle, on vous retrouve régulièrement sur Europe 1, CNews, et puis vous venez parfois nous saluer. Ici, on est ravis. Merci encore. Plaisir. Merci à vous. Merci Damien. Très bonne soirée sur Figaro TV. On se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV.